Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cet autre numéro de cette émission, Le Talk. Vous savez que Le Talk reçoit chaque fois une grande personnalité africaine pour parler d'un certain nombre de préoccupations, d'un certain nombre de disciplines qui entrent en droite ligne dans le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est avec plaisir et honneur que nous recevons M. Minaya Siaka Coulibaly, qui est directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Mais nous allons surtout parler d'un autre aspect de sa personnalité, c'est le sport. Monsieur Siaka Coulibaly est ceinture noire, 8e dan de taekwondo et il est instructeur international et il nous fait le plaisir et l'amitié d'être sur notre plateau pour parler surtout de la pratique et du développement de ce sport, de cet art martial en Afrique. Bonsoir, Monsieur Coulibaly. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, la première chose dont on va parler, c'est la fondation que vous avez mise en place. Comment s'appelle-t-elle? Siakado, je peux l'annoncer déjà. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une confusion avec votre nom? C'est tiré de votre prénom, Siaka? Non, c'est plutôt les nomatopées qu'il faut voir. Sinon, Siakado constitue le regroupement des initiales de toute une expression. C'est le siège, le S international d'animation culturelle et académie de diffusion de l'olympisme. Alors, quand vous regardez la première lettre de chacun de ces mots, c'est ces premières lettres qui ont été regroupées pour donner Siakado. Sinon, mon prénom, dans le Siaka, c'est un K. Ici, c'est un C parce que c'était plutôt autre chose. Après, au niveau de ce qu'on entend, bon, il y a une harmonie. Alors, justement, ça a été fait sciemment parce que le Do qui s'ajoute veut dire la voix qui a été suivie par Siaka. Ouais. Alors, comme taekwondo. Ouais. Et Siaka, pour ne pas le mettre avec le K, c'est un exemple, si vous savez, cette fondation est accompagnée d'un ouvrage, comme je dis, qui est un genre d'autobiographie simplifiée pour permettre aux jeunes gens de dire qu'on peut partir de rien, puisque s'il s'agit de mon cas, et puis par la force du travail, la volonté et le sérieux, l'abnégation dans tout ce qu'on fait, et atteindre les sommets. Atteindre ce que Dieu nous permet d'atteindre. Alors donc, pour ne pas désespérer et aller à l'aventure, ça veut dire que la solution à nos difficultés se trouve en nous-mêmes. Alors la base de cet entretien que nous avons pendant cette émission Le Talk est votre ouvrage, La pratique et l'esprit du taekwondo en Afrique. En tout cas, c'est un ouvrage qui est paru quand? En 2016. 2016. En 2016, la rédaction est finie en 2016, mais l'apparition s'est faite en 2017 parce qu'il fallait régler le problème d'édition, le problème de... Et puis surtout, comme vous-même vous l'avez dit, compte tenu de mes occupations professionnelles, je ne pouvais pas consacrer un temps complet à cela. Je faisais cela selon les brèches de temps qui me restaient après le travail. En tout cas, cet ouvrage est un condensé de votre vie, de votre parcours sportif surtout. Oui et non, parce que en fait, l'aspect qui porte, il n'y a qu'un seul chapitre qui porte sur ma petite expérience, mais il y a 6 chapitres et les 5 autres rendent compte quand même de la discipline que Dieu m'a permis de découvrir. Et il n'y a qu'un seul chapitre qui porte sur mon expérience que j'essaie de partager avec les jeunes générations pour faire ces témoignages de ce que cet art m'a apporté. Alors les 4 autres, excusez-moi, les 4 autres chapitres rendent compte. D'abord, il fallait faire l'historique de ce que c'est que le taekwondo et ensuite les principes vecteurs, justement, les principes fondamentaux de cette discipline. Et puis mettre en relief aussi le lien qu'il y a entre la pratique de cette discipline et les sciences. Toutes les sciences d'une manière générale, depuis les sciences au sens pur du terme jusqu'aux sciences même sociales. Alors il y a ce lien-là et ce chapitre essaie pour dire qu'en fait le taekwondo, et c'est d'ailleurs le titre de ce chapitre, est une science universelle qui a des vertus qui peuvent être exploitées dans tous les domaines. Et ensuite, il y a un autre chapitre, bien entendu, qui est sur les techniques.
les principes qui dirigent toutes ces techniques parce que la plupart des apprenants que nous sommes, nous avons commencé avec des grands maîtres et je profite de l'occasion pour rendre un hommage à mon grand maître Kim Young-tae qui a introduit le taekwondo en Côte d'Ivoire en 1968. Et nous sommes de la deuxième génération parce que la première génération était celle de mon maître et je profite de l'occasion pour rendre hommage à mon maître Feu Arsène Zirignon qui a été mon premier maître avant que je ne continue après avec le grand maître Kim. Eux, ils ont été les premiers élèves du grand maître Kim. Et je disais que nous avons appris sur le tas le langage technique coréen. Alors pour ce qui me concerne dans l'ouvrage, j'ai essayé de faire une restitution. À l'époque, on avait ce qu'on appelait le lexique qui ne portait que peut-être sur une page ou deux, qui faisait un condensé des principaux termes qu'on utilisait à l'entraînement. Et là, dans le livre, j'ai essayé de faire une déclinaison du vocabulaire d'une manière générale qui est utilisé au niveau de la pratique du taekwondo, en m'inspirant bien entendu de ce qui constitue pour nous la Bible du taekwondo, c'est-à-dire le Taekwondo Textbook, qui est le livre qui a été conçu par nos grands maîtres au niveau de l'Académie mondiale de taekwondo, qui est le Kukkiwon à Séoul, parce que pris à l'état brut, il est difficile pour l'apprenant de comprendre. Donc j'ai essayé de décliner, de décoder la structuration des termes qui sont utilisés de façon à permettre, nous qui sommes africains, qui ne sommes pas nés à Séoul, enfin en Corée, pour être familiarisés avec cela, de voir comment est-ce que quand on donne une expression, une instruction qu'on donne, quelles sont les composantes qu'il y a là-dedans, comment est-ce qu'il faut les comprendre avant de pouvoir les mémoriser. Sinon, quand on les apprend par cœur, finalement, on peut les oublier. Mais quand on arrive à décoder la structuration de chaque expression, ça nous permet de mieux retenir. Bon, je donne un exemple tout simple. Hein. Par exemple, quand on vous dit de donner un coup de poing ou un coup de pied, mais on vous dit d'abord quelle est la partie du corps qui est utilisée et comment vous devez donner ce coup-là pour savoir si c'est une attaque ou bien une défense. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui est d'abord attaque et qu'est-ce qui est défense et quelles sont les différentes parties du corps et puis quelles sont les manières utilisées, quels sont les niveaux utilisés. Et c'est tout ça regroupé. Quand on ne sait pas décoder, on a l'impression que c'est une formulation un peu barbare. Mais quand on apprend à décoder l'expression avec les différentes composantes, on comprend mieux. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre pour que les apprenants sachent mieux aborder ce vocabulaire qui n'est pas le nôtre de naissance. Voilà, donc la pratique, l'esprit du taekwondo en Afrique, si vous pratiquez ce sport ou si vous avez envie de le pratiquer ou si vous aimez la lecture ou encore si vous voulez découvrir eh bien, une grande personnalité du sport en Afrique et dans le monde, eh bien, je vous conseille de lire cet ouvrage, La pratique et l'esprit du taekwondo en Afrique. Alors, Monsieur Coulibaly, vous êtes à Libreville, pour quelles raisons? C'est l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur les raisons de votre séjour ici au Gabon. Ok, merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que pour atteindre l'objectif complet de cet ouvrage, il y a les deux versions, parce que l'Afrique, elle est à la fois francophone et anglophone. J'ai été approché par plusieurs autres frères et sœurs pratiquants qui sont anglophones. C'est pour cela que cet ouvrage il est à la fois en français et en anglais, pour permettre à ceux qui sont anglophones, c'est exactement le même contenu, de pouvoir voir ce qui a été dit en français. Et bien entendu, ici, nous sommes dans une zone francophone et si je me retrouve à Libreville, je profite de l'occasion pour féliciter et remercier mon frère El Hassan, qui est le maître fondateur d'une académie ici, l'académie AMAP, qui est ici, qui a fait quand même des merveilles. Je crois que les gens connaissent peut-être... Qui a sorti des grands champions. Ben justement, alors c'est l'occasion justement de parler de cela. J'ai l'habitude de dire que quand on apprécie la splendeur d'une fleur, il faut avoir une pensée pour celui qui a planté et arrosé cette fleur-là. Alors aujourd'hui, je sais que la majorité des Gabonais savent qu'il y a quelques années, le premier champion olympique niveau médaille d'argent est sorti du Gabon, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il est parti justement de l'AMAB, c'est-à-dire qu'il y a l'académie qui a été fondée par El Hassan. Alors, le champion, c'est Anthony Obam. Exactement. Alors, il a été formé ici, dans cette école-là, et
pour les études, maintenant, il allait poursuivre en France pour aller apporter maintenant la médaille à son pays. Alors, c'est important pour moi de rendre cet hommage-là à mon frère El Hassan, que Dieu a bien voulu que je rencontre à une autre manifestation de la fraternité. C'était à Cotonou, il y a plus d'1 an, où j'avais été invité, lui également, par le frère Ogoudiobi, le grand maître Ogoudiobi Pierre, qui est du Bénin, à une manifestation. Nous nous sommes rencontrés et j'avais parlé de mon projet, justement, de la création de la fondation. Et il m'a fait l'honneur de se déplacer pour aller à l'inauguration qui a eu lieu le 31 mars dernier à Abidjan. Donc, non seulement le frère El Hassan y était, mais il est parti avec certains de ses éléments qui ont participé par une démonstration qui a été fort appréciée aussi par tous ceux qui étaient là. Et il faut préciser que l'inauguration de cette académie a été faite en présence et avec le parrainage de l'Académie mondiale de taekwondo qui est au Kukuwon, qui avait fait venir une délégation pour dire que le Gabon, en même temps, a été célébré le jour de l'inauguration de la fondation à Abidjan à travers l'Académie des maîtres El Hassan qui est ici, Gabon, avec les jeunes gens qui étaient partis avec lui. Donc, au vu de... Vous voulez renvoyer un peu l'ascenseur? Oui, mais plus renforcé, parce qu'au vu de... Les liens de fraternité. Les liens de fraternité et la structuration. Alors, ce qu'il faut peut-être dire au passage, les dépliants sont là. Nous avons créé un site et nous pensons qu'à mon retour, d'ici peut-être le mois de septembre, le site Internet sera activé pour la Fondation. Il y aura toute la présentation, mais sommairement, je voudrais dire que selon les commentaires de nos grands maîtres de l'Académie mondiale de taekwondo, c'est la première fois qu'on a une infrastructure comme celle-là en Afrique. Parce qu'en fait, il y a toutes les structures, les équipements qu'il faut pour pouvoir pratiquer le sport de haut niveau. C'est que nous allons chercher en Occident ou en Asie. Alors, c'est ça l'intérêt. Et là, nous avons plusieurs salles qui permettent aux athlètes qui sont talentueux, aussi bien pour le taekwondo que pour d'autres disciplines. Vous verrez qu'il y a au moins cette discipline qui peut profiter de ces infrastructures-là, de perfectionner les athlètes en étant sur le continent africain au lieu d'aller payer cher, aller ailleurs. Donc, à partir de ces infrastructures, nous avons décidé de signer une convention de collaboration et de coopération entre notre fondation et puis l'Académie AMAB de Libreville. Donc, je suis ici justement pour concrétiser cette marque de fraternité qui existe entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et à travers nos deux structures qui sont sportives. Donc, s'il plaît à Dieu, le vendredi, nous allons signer cette convention qui aura pour intérêt de faire en sorte que des jeunes Gabonais puissent aller dans le centre là-bas et puis se perfectionner et puis au profit, tout en restant représentants de leur pays, et ce sera valable pour tous les autres pays, puisque la vocation de la Fondation, c'est d'apporter un appui aux différentes fédérations africaines. Et pour avoir été président de fédération, je sais combien les présidents de fédération peinent à pouvoir permettre à leurs athlètes de bénéficier d'une formation de haut niveau pour atteindre les performances qu'ils attendent d'eux. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous avons pu avoir cette structure qui leur permet de pouvoir donner cette opportunité-là à leurs pratiquants talentueux de se perfectionner tout en étant sur le continent africain. Alors, ça veut dire que vous avez travaillé en Côte d'Ivoire. Il y a un autre travail qui se fait également ici. On assiste à une sorte de fusion. Vous avez l'appui de vos différents ministères sportifs, ou bien ce sont vraiment des engagements très personnels qui sont en train de prendre cette grande forme? Alors, vous verrez dans le livre, excusez-moi, il y a ce que j'ai défini comme les degrés. Les degrés, il y en a 9. Ça n'a rien à voir avec les grades, parce que les grades, au niveau de la pratique, c'est ce qu'on acquiert, ce qu'on tire comme avantage. C'est-à-dire la ceinture noire, la ceinture bleue, la ceinture rouge. Ça, ce sont les grades. Ça, c'est les grades. Maintenant, le degré, c'est en tant qu'apprenant, en tant que bénéficiaire de ce que vous avez appris avec les grands maîtres, qu'est-ce que vous laissez pour les autres, pour la postérité. Et le 9e degré, justement, c'est ce qui s'est concrétisé par la création de la Fondation, qui est une initiative privée et en même temps l'ouvrage pour permettre aux jeunes générations, vous verrez, le 1er degré, c'est quand on commence pratiquant, hein, vous verrez les autres intermédiaires pour gagner du temps, les autres degrés intermédiaires. Et le 9e, je considère que c'est l'aboutissement
Une fois que laisser Dieu, un héritage. voilà, laisser un héritage pour tout le continent. Une fois que Dieu nous a fait la grâce d'évoluer et d'atteindre le niveau que nous avons, il ne faut pas rester égoïste, il faut pouvoir le partager avec les jeunes générations. Et une fois que Dieu dira que notre mission est finie sur Terre, au moins c'est ce que les générations retiendront pour continuer d'évoluer, même s'ils ne sont plus physiquement là. Donc c'est une initiative purement privée, elle n'est pas étatique et je considère que c'est ma modeste contribution à l'évolution du taekwondo en Afrique. Alors, il faut dire que vous avez gagné beaucoup de médailles, mais là, on va vous en accrocher une encore pour ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire pour ce 9e degré que vous avez atteint, qui est laisser un héritage pour la prospérité. En tout cas, c'est bien inscrit là dans votre ouvrage. Et il faut dire que vous êtes ceinture noire, 8e dan. Le sommet, c'est quoi en matière de taekwondo? Mais nos maîtres sont 9e dan et au niveau de l'Académie mondiale, les maîtres de nos maîtres, les initiateurs de l'art ont décidé de plafonner les grades à la ceinture noire 9e dan. Donc vous avez encore un échelon à... Oui, et le reste, c'est l'ancienneté dans le grade. Parce que vous savez qu'il y a un règlement qui fait en sorte que vous pouvez être tous les deux 9e dan, mais le premier critère de hiérarchisation et de classification, c'est l'ancienneté dans le grade. C'est-à-dire que s'il y a un qui a obtenu le grade avant vous, il est considéré comme votre supérieur, même s'il est 9e dan, que vous êtes 9e dan. Le deuxième critère de classification à ancienneté égale dans le grade, c'est l'âge. Celui qui est plus âgé, il passe en priorité par rapport à celui qui a le même grade et qui a la même ancienneté, pour dire que tout est vraiment fait de telle sorte que même si c'est plafonné à 9e dan, quand ils se retrouvent entre eux 9e dan, ils connaissent quelle est la hiérarchie qui doit venir dans l'ordre de préséance, qui doit passer avant qui, par rapport à l'ancienneté dans les grades et par rapport à l'âge. Et comme, sauf d'être les jumeaux, il y en a très rares, vous n'aurez pas le même âge, même si vous avez la même ancienneté dans le grade. C'est ce qui fait qu'on arrive quand même si tout est plafonné à 9e dan, on arrive quand même à faire la hiérarchie quand on se retrouve ensemble dans une salle. J'ai envie de dire que vous êtes l'incarnation du taekwondo. Le taekwondo fait homme parce que, j'allais dire, c'est une discipline avec laquelle vous vivez de façon, j'allais dire, très intime. Comment est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a amené au taekwondo? Merci pour cette question. Je dois vous avouer que, en fait, pour être simple, je dirais que ce soit moi ou tous ceux qui ont atteint ce niveau ou plus, nous les hommes ne sommes que des petits instruments à travers lesquels Dieu se manifeste. Je vous dirais tout simplement que c'est Dieu qui s'est manifesté en moi sur le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, ce sont les parents qui tiennent la main de leurs enfants pour aller au sport et tout. Mais à votre époque, au moment où vous étiez enfant. Alors, donc, cela me permet de résumer très brièvement ma propre histoire qu'il y a dans le livre. Parce qu'en fait, je vais peut-être vous surprendre, c'est que par l'éducation que j'avais reçue, je n'aimais pas la discipline, même je faisais plus que ça, je détestais même ceux qui la pratiquaient. Pourquoi? Parce que l'éducation que j'avais reçue faisait de moi quelqu'un qui était partisan de la non-violence, qu'elle soit verbale ou physique. Or, malheureusement, les premiers pratiquants des arts martiaux dans la plupart de nos pays se faisaient remarquer négativement par leur agressivité, par le fait que pour un oui ou pour un non, il fallait qu'ils prouvent que c'est eux qui étaient les plus forts. Alors, du coup, ça m'énervait. Et en plus, il y avait à l'époque aussi les films les karaté. Films, exactement, qui agissaient sur la mentalité des gens où chaque fois, il fallait avoir des comportements ostentatoires. Mais là, moi, par l'éducation que j'avais reçue, la non-violence, cela me détestait. Alors, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à mon premier maître, Feu Arsène Zirignon, qui, lui, à l'époque, quand je commençais, lui, il était ceinture noire et c'est lui qui m'a initié. Alors, à l'époque, c'était quelle époque? En 1968-69, j'étais au lycée classique de Boaké et c'est un de ses élèves qui était ceinture rouge et qui est encore, il est devenu professeur de droit. Entre-temps, lui, il a arrêté à 2e dan. Je profite de l'occasion pour lui rendre hommage. J'en ai parlé dans mon livre. C'est Koulibaly Clément Lo Jérôme. Il était en terminale, ceinture rouge. Et
nous étions en seconde. Et nous étions 4 amis, c'est ma petite histoire pour vous dire comment je suis revenu et finalement j'ai démarré au taekwondo. Les 3 autres amis ont dit, bon, ben, il paraît qu'il y a un club, à l'époque on appelait ça le karaté coréen, puisque le judo et le karaté japonais existaient avant. Et donc le karaté-do existait avant que le taekwondo n'arrive en 1968 dans notre pays. Alors, ils ont dit qu'ils vont aller s'inscrire. J'ai dit, ah non, 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 ce que moi je vois dans la Russie, c'est pour aller apprendre à être voyou, donc notre amitié s'arrête là. Apprendre à se battre dans la rue. Voilà, donc notre amitié s'arrête là. Donc les 3 amis sont allés s'inscrire. Et effectivement, on ne se promenait plus ensemble. Donc moi, j'ai dit, bon, ben, ah oui, vraiment, j'étais, parce que je ne voulais pas ressembler du tout à ces agresseurs-là. Et bizarrement, 3 mois après, ils disent, bon, ben, écoute, même si tu n'aimes pas la chose, tu n'es jamais venu nous voir. Il y a le grand maître, à l'époque, Arsène Zignon, qui était à Abidjan, il va venir pour faire le passage des grades. Après 3 mois, donc tu peux au moins venir nous regarder. J'ai dit, ok, ça, je peux vous le concéder, je vais aller regarder. Mais je vous assure qu'effectivement, je suis allé par curiosité pour voir. Et quand je suis arrivé dans la salle, qui était pleine, parce qu'à l'époque, c'était un événement, il fallait pratiquement fouiller dans la salle pour savoir qui était le grand maître Arsène Zignon, tellement il était humble et effacé. Mais en même temps, c'est très populaire. Mais justement, et c'est après, quand il allait se changer pour porter sa tenue, qu'on appelait à l'époque le kimono, qu'on appelle le dobok en taekwondo maintenant, mais quand il a porté sa ceinture, que j'ai su que c'était lui. Et le message qu'il a passé avant d'évaluer les apprenants et les conseils qu'il a prodigués après l'évaluation des apprenants, mais je me suis rendu compte que c'était autre chose que ce que nous voyons dans la rue. Ça voulait dire qu'en réalité, ceux qui agressaient les gens étaient à côté de la plaque. C'était leur mentalité à eux, mais ce n'était pas la discipline qui faisait qu'ils étaient agresseurs. En parenthèse, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Ben justement, et c'est depuis ces jours, je suis allé m'inscrire parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les principes fondamentaux de la philosophie du taekwondo étaient non seulement des principes qui étaient universels, mais en plus, il y avait plus de vertus que de vices. Alors, c'est quoi les principes? Alors, le premier principe, c'est l'esprit d'amour et de paix. Bon, comme pour corollaire, la discipline, le respect d'autrui et l'abnégation, le don de soi. L'un des principes aussi, c'est l'esprit de justice. Tout ce que vous faites, il faut essayer de le faire. C'est Dieu seul qui est parfait, c'est vrai, mais si vous devez poser un acte en tant qu'humain, il faut faire l'effort d'être le plus proche possible de la justice. Ensuite, il y a l'esprit d'abnégation, le don de soi. Le don de soi dans le travail. Quand on travaille, il faut se donner corps et âme. Parce que, comme on dit, vouloir, c'est pouvoir. Effectivement, c'est quand on veut que le corps suive. Mais si on ne veut pas, le corps ne peut pas suivre. Il y a aussi la probité. Le bien commun, le bien communautaire doit être considéré comme un bien sacré. Donc, logiquement, quelqu'un qui applique les principes de la philosophie du taekwondo ne peut pas détourner de l'argent ni un bien commun qui appartient à un tiers. Alors ça, c'est l'esprit. Maintenant, dans la pratique, en quoi le taekwondo se différencie? Et c'est en cela, je veux terminer, le dernier principe, justement, c'est l'art de se défendre. J'insiste bien sur le terme, c'est de se défendre les mains et les pieds nus. De se défendre et non d'agresser. Voyez-vous, pourquoi se défendre? Parce que les Coréens ont été colonisés pendant près de 2 siècles par les Japonais qui avaient à l'époque les sabres et tout, et il leur était interdit de porter des armes. Donc, dans la discrétion, les initiateurs de notre art, les premiers maîtres, les Coréens, il fallait donc forger l'entièreté de leur corps pour en faire une arme redoutable. Et comme les 2 bras étaient déjà utilisés comme l'homme par l'homme pour pas mal de choses, il fallait en même temps les compléter avec les bras. C'est pour cela qu'au niveau de la plupart des techniques du taekwondo, il y a beaucoup de techniques où l'usage des membres inférieurs, c'est-à-dire les pieds et les jambes, devient aussi aisé que l'usage des membres supérieurs, pour que tout le corps entier soit une véritable arme. Et c'est la raison pour laquelle, dans le lexique, justement, dans le vocabulaire, le premier chapitre commence d'abord par la connaissance des différentes parties du corps. C'est celles qu'on peut utiliser comme arme, soit pour se défendre, soit pour réagir aux attaques. C'est très différent de l'agression initiale.
on réagit quand la vie est menacée. Donc, on apprend d'abord pour protéger les autres et se défendre quand la vie est menacée. Donc, voyez-vous, sur le plan comportemental, ce sont des vecteurs qui font que si quelqu'un applique les principes fondamentaux de la philosophie du taekwondo, logiquement, sans être un saint, il doit être un modèle dans la société où il se trouve. Comme je l'ai dit tantôt, c'est Dieu seul qui peut être parfait. En tant qu'humain, il peut avoir ses faiblesses, mais il doit en avoir le moins possible. Alors, le jeune lycéen que vous étiez, finalement, vous tombez amoureux, c'est le cas de le dire, vous tombez amoureux de cet art martial. Alors, pourquoi on parle d'art martial ? Oui, effectivement, quand j'ai découvert cela, à l'époque, vous savez, à cet âge, quand on est adolescent, on a tendance à vouloir extérioriser ses capacités physiques. Le côté martial, en fait, c'est tout ce qui concerne les gestuels qui permet d'utiliser, comme je disais, le corps comme arme à attaquer, de se défendre et attaquer ou contre-attaquer, ainsi de suite. Mais en même temps, pour que cette arme soit efficace, il faut pouvoir la forger. Et c'est la raison pour laquelle il faut que, pour être un bon pratiquant, il faut être assidu et régulier aux entraînements. Et je vous assure, comme je disais tantôt, que si je suis ce que je suis aujourd'hui et tout ce que j'ai pu avoir, je n'ai aucun mérite, c'est Dieu seul qui le mérite parce que je ne suis qu'un petit instrument à travers lequel c'est manifesté. Mais il y a quand même des personnes, notamment un de vos oncles, qui a dû vous façonner l'esprit au niveau de ce que c'est que le travail. Absolument. Il avait une expérience dans la vie, mais lui, comme c'était dans la vie courante, il avait... Mais c'est important quand même. Hein? Oui, justement, pour dire que c'était un complément important, et c'est cela même qui m'a aidé, justement, dans la réussite. Les deux se complètent. Et c'est la raison pour laquelle je disais que il y a un chapitre, justement, dans mon ouvrage qui fait les similitudes qu'il y a. Il y en a une douzaine, les similitudes qu'il y a entre les principes fondamentaux de la philosophie du taekwondo et les principes vecteurs de l'éducation en pays sénoufo dont je suis originaire. Alors, pour dire que, en réalité, au niveau de ces principes-là, qu'on soit en Afrique ou en Asie, il y a des dénominateurs communs. Et c'est le lieu aussi d'attirer l'attention de nos dirigeants et nos populations pour dire que l'Afrique n'est pas à l'arrière-plan comme beaucoup de gens veulent le faire croire. Nous avons des vertus, nous avons des cultures à faire valoir. Et la preuve ici, c'est une vertu qui vous a été inculquée. Exactement. Et qui a servi de socle. Donc, il me disait, le principe pour lui, il me disait qu'un homme normal, en bonne santé, ne doit jamais s'asseoir pour dire qu'il n'a rien à faire. Ça veut dire que tant que Dieu vous a gratifié de la vie et de la santé, vous devez regarder autour de vous. Pour vous-même, votre bonheur, il doit toujours avoir quelque chose à faire pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Et c'est en cela que les jeunes gens doivent se dire il faut éviter l'oisiveté. Quand on dit je suis chômeur, non. Un des Américains, je crois que c'était Reagan qui avait dit qu'il ne peut pas comprendre qu'un pays sous-développé dit qu'il y a des chômeurs parce qu'il y a des gens qui ont mal compris. Quelque chose à faire. Mais oui, exactement. Il suffit. Et Dieu ne crée jamais un être vivant. Je dis bien un être vivant, pas seulement l'homme, un être vivant dans un environnement sans mettre dans cet environnement ce qu'il faut pour sa survie, pour sa reproduction, pour la pérennisation de son espèce et bien entendu pour son épanouissement. C'est à lui d'apprécier à la juste valeur ce que Dieu a mis à sa disposition dans son environnement. C'est pour cela que l'un des enseignements à tirer justement de l'ouvrage, c'est qu'il faut arriver à transformer les défis en opportunités. C'est-à-dire que ce qui vous paraît être une difficulté, quand vous réfléchissez et que vous avez la volonté de surmonter cette difficulté, Dieu vous donne toujours l'inspiration et les moyens intellectuels qu'il faut pour pouvoir contourner ou surmonter ce qui pourrait être difficile. Et même à transformer cela comme une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est dans l'affranchissement de ces épreuves-là qu'on évolue, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Alors, à l'époque, quand j'étais en équipe nationale, le grand maître Kim nous disait « entraînement difficile, compétition facile ». C'était son expression, puisqu'il ne maîtrisait pas trop le français, mais avec des expressions simples, il arrivait à nous galvaniser. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il faut accepter de souffrir. Par exemple, les mouvements qu'il nous faisait faire à l'entraînement, quand tu as la volonté de les réaliser et de les répéter pour les maîtriser, alors quand tu vas à la compétition,
évidemment, la compétition devient facile puisque ça devient un lieu commun. Et c'est en cela que les jeunes gens doivent comprendre que rien n'est facile dans la vie. Et mon oncle, c'est ce qu'il disait, il dit, un homme, ce qui peut vous faire respecter dans la vie, c'est votre force de travail. Donc, après le principe qu'un homme normal ne doit jamais s'asseoir pour dire que... Alors donc, il dit, pour se faire respecter dans la vie, ce n'est pas en criant sur tous les toits, mais c'est en faisant mieux que les autres. Alors justement, vous avez fait les études, vous êtes devenu ingénieur agronome, aujourd'hui vous êtes directeur de cabinet, vous avez foncé dans le sport, vous êtes battu parce que là-bas on transpire beaucoup. Transpirer, il faut le voir au sens de travailler dur. Et puis... voilà que vous sortez justement cette académie pour tout, j'allais dire pour tous les jeunes qui vous regardent et qui vous suivent. Oui, je pense qu'il n'y a pas de mystère, hein. C'est ce que je disais tantôt. C'est vrai que le livre, c'est l'œuvre de l'esprit, et l'esprit, c'est ce qui nous lie à Dieu. Donc, dans le livre, j'en ai parlé, et je pense que c'est une réalité que chaque jeune doit retenir. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive en bien comme en mal. Parce que tout simplement, en plus de ceux qui nous éduquent, tout à l'heure on a parlé de mon oncle, c'est-à-dire les ascendants, les collatéraux et même les aînés, ce qu'ils peuvent nous donner, nous prodiguer comme conseil, c'est que nos instructeurs qui nous ont initiés au taekwondo ou les maîtres peuvent nous apprendre comme technique, il y a ce que j'appelle le maître intérieur de chacun de nous. Et ce maître intérieur-là, il nous guide depuis notre naissance. Et c'est ce que certains appellent l'intuition, certains appellent... Bon, chacun dialogue avec lui. Voilà, exactement. Mais très souvent, nous nous laissons assaillir par les préoccupations matérielles, environnementales de notre milieu. Et puis nous n'écoutons pas ces maîtres intérieurs. Sinon, quand on a la patience de l'écouter et la discipline de l'écouter, alors sans cela, on doit dire qu'il faut avoir une autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est votre maître intérieur qui vous la dicte. Ce que nous appelons souvent intuition comme autre chose, mais c'est Dieu qui nous parle à travers notre conscience. Si nous l'écoutons, en général, nous ne pourrons jamais être perdus, parce que Dieu, il aime sa créature, particulièrement. Ok, on va revenir à cela tout à l'heure, parce que vous parlez beaucoup de Dieu. Mais je voudrais qu'on s'arrête pour regarder, j'allais dire pour admirer l'œuvre que vous avez réalisée, c'est-à-dire cette fondation, Fondation Siakado, qui se trouve à Abidjan, dans la commune de Cocody. C'est votre création et c'est l'héritage que vous avez décidé de laisser, alors que vous savez que vous avez encore à donner. On va découvrir ce centre. Merci. Bodo sura mokomaki, sura aremaki, sura mopchigi, le chumok apechigi, monton galo juriki, sura mokomaki, talku poliuchigi, de chumok apechigi, monton galo juriki. Siakado! Kinyute! Siakado! Kinyute! Bravo! Amen et merci beaucoup. Taekwondo peut être pratiqué aussi bien par les enfants, garçons comme filles, les adolescents, hommes et filles. L'équipe de Valentin. Valentin, c'est une... Alors, grand maître Coulibaly, quand vous regardez ces images, vous tirez une certaine fierté. Mais je sais que vous êtes
c'est une fierté qui n'est pas débordante. Bon, je ne dirais pas fierté, plutôt une satisfaction pour le devoir accompli. Parce qu'en fait, je ne suis heureux que quand je me rends compte que j'ai été utile à autrui. C'est le principe de base de ma vie. Ma vie n'a pas de sens si je ne rends pas service à quelqu'un. Alors donc pour moi, le fait de voir cela, loin d'être une fierté, au contraire, c'est une satisfaction face à Dieu et face à l'humanité pour dire que si Dieu m'a gratifié de ce que je suis devenu et que j'ai pu faire ceci pour moi, c'est la preuve qu'au moins Dieu verra quelque chose de concret pour dire que j'ai été reconnaissant envers lui. Alors parlons de Dieu. Dieu occupe une place importante, en tout cas vous le citez souvent. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Tout. Alors tout, je crois que c'est une question, je ne suis pas le seul à répondre. Mon existence en elle-même, elle est du fait de Dieu. Parce que c'est la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu qui fait déjà que nous naissons, qui nous donne la possibilité de connaître la vie et puis de connaître tout ce que nous devenons et tout ce que nous obtenons. C'est pour cela que je disais tantôt que nous ne sommes que des petits instruments à travers lesquels Dieu se manifeste. Mais très souvent, l'influence de notre environnement social et puis le matraquage des aspects matériels fait que très souvent certaines personnes oublient la raison de leur existence. Parce qu'en fait, tout le monde sait que nous naissons et nous mourrons. Personne ne sait pas comment nous sommes nés et pourquoi, malgré tout ce que quelqu'un peut amasser comme matériel, quand Dieu décide que sa mission est finie sur terre, non, la personne s'en va comme elle est venue. Alors donc pour dire que quel que soit ce qu'on a, quel que soit ce qu'on devient, il faut être reconnaissant envers Dieu. Parce que si vous voyez que la plupart des religions qui se respectent, on vous dit toujours, il faut toujours commencer la journée par une prière. La prière du matin, c'est rendre gloire à Dieu. Voyez-vous, c'est quand vous allez dans un CHU, un centre hospitalier, vous vous rendez compte que la vie, c'est l'héritage. Oui, et puis c'est l'héritage le plus inestimable. Vous vous êtes levé, vous êtes trouvé vivant. Mais il y en a qui sont restés dans leur sommeil. Donc c'est déjà un privilège. C'est pour ça qu'il faut remercier Dieu. Si en plus, vous êtes réveillé, que vous avez touché votre corps, vous avez vu que c'est vous-même, donc vous êtes en bonne santé, il faut remercier Dieu. C'est pour cela que dans toutes les voies, qu'elles soient religieuses ou spirituelles, il y a toujours une marque de reconnaissance à Dieu le matin quand on se lève. Et vous, dans votre cas, vous avez été chrétien et vous êtes aujourd'hui musulman. Oui. Comment ça se fait? Alors, je suis devenu musulman justement par mon oncle qui m'avait fait une leçon qui m'a marqué depuis mon jeune âge. Quand j'ai commencé mon école, qui était une école catholique dans mon village, bon, nous avions été baptisés, j'ai même été confirmé. Et mon oncle, lui, se trouvait dans la grande ville à Katiola. Et quand je devais évoluer, je suis venu chez lui. Et arrivé chez lui, il était non seulement musulman, mais il avait même une école coranique où il formait les gens, il convertissait les gens. Donc il n'y avait pas de raison qu'il et moi qui étais son neveu, son neveu. Justement, moi qui étais son neveu, je n'avais que 10, 11 ans. Il m'a dit c'est le même Dieu. Il ne m'a pas reconverti. Ah. Et même à l'époque, ceux qui étaient musulmans, c'était vraiment la pratique pure et dure où quand tu n'étais pas musulman, tu ne devais même pas manger dans la même assiette que celui qui est musulman. Mais lui, je mangeais et je partageais, puisque vous savez, en Afrique, chez nous, on partage le résultat en commun. Donc je mangeais dans la même assiette que lui. Et mieux, non seulement il ne m'a pas reconverti pour que je devienne musulman, en plus, on mangeait ensemble. Mais mieux, puisque je continuais mes études dans une école catholique, le dimanche, il me laissait aller à l'église. Et c'est quand, après, c'est librement, quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit, mais tiens, ce qu'il a vu, et il a dit, c'est le même Dieu. Et Dieu a fait que j'ai traversé une étape, au moment où j'ai fini mes études, je devais aller faire un stage dans une usine. Et puis, parce qu'après avoir fait la formation agricole, j'ai fait un diplôme en ingénieur, en tant qu'ingénieur en industrie alimentaire. Et je me suis retrouvé avec un Égyptien. C'est eux qui avaient livré l'usine. Et moi, je représentais la partie ivoirienne pour faire les essais de performance. Et lui, il était musulman. Moi, j'étais encore chrétien à ce moment-là. Et on a fait 15 jours ensemble.
Au bout de 15 jours, il dit, bon, ben, Koulibaly, comme on doit se séparer, je vais te donner un grand cadeau. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? C'était le Coran. J'ai dit, mais tu sais que je suis chrétien, pourquoi tu me donnes? Il dit, je sais que tu seras musulman un jour. Ah ouais. Et c'est ce qu'il m'a dit. Alors, mais je vous assure... Mais pourquoi ce changement? Mais justement, j'arrive. Je vous assure que quand j'ai commencé à lire le Coran, ben vous savez que le Coran n'est rien d'autre que l'Ancien Testament. J'ai dit, mais au fond, est-ce que cet Égyptien ne s'est pas trompé pour me donner la Bible traduite en arabe? Mais parce qu'en réalité, ça m'a rappelé pratiquement 20 ans après ce que mon oncle avait dit en disant que c'est le même Dieu. Effectivement, c'est le même Dieu d'Abraham. Et j'en ai parlé parce que c'est Abraham qui a été le premier prophète, justement. Mais en même temps, entre-temps, j'avais eu la chance de lire un livre du sage Ampateba qui disait 3 messagers pour le même Dieu. Il s'agissait de Jésus, il s'agissait de Mahomet, il s'agissait de Bouddha. Et la philosophie, c'était quoi? C'était que Dieu, il est le même, mais la nature de l'homme est tellement égocentrique et égoïste que quand il se manifeste... Chacun l'a façonné à ça. Voilà, quand il se manifeste à une communauté donnée, à un moment donné, dans un milieu donné, cette communauté veut se l'approprier. C'est ce qui est le problème aujourd'hui entre les Juifs et puis les Palestiniens. Et ainsi de suite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour dire que, et comme Dieu, lui, il est constant, quand il se manifeste à un peuple pour le libérer d'une injustice, et que ce peuple, après être libéré, commence à dévier, mais il se manifeste ailleurs. Alors donc, quand vous ne le savez pas, vous croyez que c'est un autre Dieu, mais le messager est différent, mais le contexte n'est pas le même, mais c'est le même Dieu. Et c'est pour cela que ce qui est important, ce que j'ai retenu, la leçon que j'ai retenue finalement, ce n'est pas tant la religion, mais c'est la foi qu'on a, c'est-à-dire le lien qu'on a avec Dieu, la manière de le manifester. C'est pour cela que je ne peux pas m'empêcher de parler de Dieu sans rejeter les religions. Donc aucune religion n'est mieux que l'essentiel est que le message et la reconnaissance envers Dieu soient sincères. J'ai commencé en 1969, la fédération de Chine n'a été créée qu'en 1973. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de fédération. Donc, a fortiori, il n'y avait pas de compétition. Donc, il n'y avait vraiment pas un objectif martial à atteindre. Mais je ne sais pas, mais ce qui me poussait, je vous assure que quand je me suis engagé après avoir découvert mon maître Arsène Dizon, je m'entraînais 3 fois par jour et chaque jour. J'étais à l'internat au lycée. Et ça ne vous empêchait pas d'étudier? Exactement. Ça veut dire qu'à partir de notre emploi du temps, maintenant les heures vides là, je mettais. Alors, pour donner un exemple, au lycée, je faisais mes entraînements. Le matin, on est à l'internat. J'ai appris, comme j'ai connu, je vous ai dit, un démarrage, enfin, où je n'ai pas eu la facilité, donc j'ai appris à ne pas faire le petit déjeuner. Donc, au moment où les collègues sont au réfectoire, au petit déjeuner, moi, je suis à l'entraînement. Et puis après, je viens prendre ma douche, on se retrouve en classe. À midi, bon, pour moi, à l'époque, la sieste, c'était du luxe. Pendant que la sieste était obligatoire, à l'internat, à l'époque, on nous obligeait à la faire. Je me demandais pourquoi. Parce que je pourquoi le dormir en plein jour? Justement, donc, après le réfectoire, pendant que les camarades étaient à la sieste, moi, j'allais faire l'entraînement et on se retrouvait dans les cours l'après-midi. Et le soir, on finit les cours normaux et puis ensuite, on va à l'étude. Quand on finit l'étude, et je vais faire mon entraînement personnel avant d'aller dormir. Alors, l'anecdote, j'ai fait comme ça au lycée jusqu'à arriver à l'université, au point où à l'université, mon voisin des chambres au campus, maintenant on avait des chambres individuelles, alors qui me voyait calme et tout, mais il ne savait pas, il n'a jamais su que j'étais pratiquant. Parce que quand j'allais au cours, je mettais mon dobok dans le sac, je suis en civil, le kimono, et quand je finis le cours, je continue à l'entraînement chez mon maître à ce moment, c'était un maître à 7. Et quand je finis, j'enlève, je plie, je mets dans le sac, je suis en civil. Alors, jusqu'à ce qu'on arrive en 1975 au premier championnat de Côte d'Ivoire. Et puis, dans les journaux, il va voir dedans, je suis champion. Il voit son voisin champion. Champion, toute catégorie, meilleur compétiteur. Alors, il achète le journal et puis il arrive, il dit, mais voisin, ne me dis pas que c'est toi qui es là. Alors, je lui dis, mais pourquoi? Il dit, mais c'est toi? Il dit, mais est-ce que tu sais que le journaliste m'a sauvé? Il dit, mais pourquoi?
Il dit, j'ai cherché un jour pour te frapper parce que oui, parce que je disais que pourquoi, quand on est étudiant, tout le monde s'éclate, tout le monde, enfin, l'expression déconne un peu, mais toi, tu es toujours calme dans ton... Je me disais trop sérieux. Voilà, tu es trop sérieux. Je disais que tu faisais le malin, j'allais chercher un jour pour te frapper. Donc, le journaliste, j'ai dit non, bon, je n'ai pas besoin de m'étaler sur le... Et là-bas, effectivement... Finalement, quels sont vos loisirs? Non, mais c'est le sport. Quels sont vos loisirs? Le sport. Le sport. Le sport et être au service de l'autre. Vous allez voir que dans le résumé de ma présentation, pas dans la présentation, pas dans le livre, je n'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas m'étaler là-dessus, mais c'est juste, c'est indiqué dans le livre. Bon, j'ai été déjà président de la journée de chez nous, initiateur de beaucoup d'organisations associatives, c'est-à-dire qu'en fait, mes plaisirs, c'était être au service des autres. Au service des autres. Et puis le sport. Alors, on avait parlé, j'avais évoqué la situation familiale. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans le foyer que vous avez créé? Oui, en fait... Vos enfants, votre épouse? Oui, chacun... J'ai essayé de présenter l'aspect le plus positif possible, mais évidemment, c'est vrai qu'à un moment donné, avec la dimension humaine, avec les épouses, à des moments donnés, quelquefois, ça devient difficile, puisque quand vous êtes trop absorbé par l'aspect sportif, bon, la discipline a tendance à devenir comme sa rivale. Donc, de temps en temps, mais c'est à nous d'expliquer au conjoint, à la conjointe, que, en fait, et puis bon, comme elle-même voyait les bienfaits de ce que je faisais, si c'était des actes ou bien une perte de temps qui allait au détriment des intérêts, mais c'est pour cela que je dis qu'il faut une autodiscipline de rigueur. C'est-à-dire, quand vous faites votre emploi du temps, c'est vrai qu'il faut faire la partie sportive, mais il faut arriver à consacrer le temps qu'il faut aux conjoints et aux enfants. Et surtout, justement les enfants. Et surtout à l'éducation des enfants. Les enfants. Oui. Ils sont devenus des karatékas également? Bon, oui. En tout cas, chacun d'eux a atteint au moins le niveau ceinture noire 4e dan. Combien d'enfants? Avant 15 ans. 3 garçons. 3 garçons et les 3 ceintures noires? Oui, avant d'arriver dans le supérieur. Bon, je me suis dit, un peu comme je l'ai fait au niveau continental avec la fondation, le premier héritage que je peux partager avec eux, c'est cela. Puisque moi-même, j'ai vu les bienfaits que cela m'a apporté au niveau de la discipline. C'est pour cela que j'avais simplifié par expérience personnelle leur éducation, parce que sur le plan professionnel, quand j'ai commencé à travailler, j'ai passé beaucoup de temps étant séparé d'eux. Donc il fallait à distance continuer de jouer mon rôle de conjoint, puisque surtout les garçons à partir d'un certain âge, ils ne peuvent plus être maîtrisés par leur mère. Mais ils n'ont pas été forcés, ils sont venus non, pas du de tout. leur propre chef. Justement, et c'est ce que je recommande aux jeunes instructeurs et aux jeunes maîtres, il ne faut pas que l'entraînement soit une corvée ou bien quelque chose que l'apprenant subit. Il faut arriver à susciter le goût, le plaisir. Et la Par passion. exemple, pour les tout petits, il faut arriver à leur faire comprendre que c'est un jeu. Et dans le jeu, ils apprennent à évoluer. Il ne faut pas, dès le départ, leur demander d'être conscients comme des personnes âgées. Non, il faut qu'ils jouent. Et puis, dans le jeu, vous trouvez les termes qu'il faut et la manière qu'il faut pour leur faire comprendre en jouant de telle manière, ça les amène à évoluer par rapport à eux-mêmes. Alors, Maître Coulibaly, le temps est passé tellement vite que notre émission va pratiquement s'achever. Alors, c'est quoi les grandes qualités d'un grand maître comme vous êtes? Même si... Bon, moi, je ne suis pas... Je suis un petit maître parmi les grands maîtres. Et je pense que pour tendre vers la maîtrise, c'est d'abord pour soi-même, c'est cette capacité à dominer ses instincts négatifs. Tout ce qui est énervement, tout ce qui est vengeance, tout ce qui est acte négatif, tout ce qui est plaisir débordant, qui risque de vous compromettre, c'est-à-dire le troisième, c'est qu'il faut arriver à éviter cela. Donc, il faut arriver à instaurer cette fameuse autodiscipline et la respecter. Et la deuxième chose, pour être maître, il faut avoir cette capacité de partager ce dont Dieu nous a gratifié avec les autres et avec la manière qu'il faut. C'est-à-dire amener les apprenants à valoriser le potentiel, parce que chacun naît avec un potentiel.
Mais le rôle de l'instructeur et ensuite du maître, la différence entre les deux, c'est que l'instructeur, c'est quelqu'un qui a un savoir technique et qui le transmet. Ouais. Mais le maître, c'est celui qui a à la fois le savoir technique qui le transmet, mais en même temps qui doit servir de modèle, c'est-à-dire qui épouse avec l'esprit. Ouais. Avec l'esprit. Alors, donc, il faut faire l'effort de faire en sorte que il faut avoir cette aptitude-là à détecter et à faire éclore le potentiel que chaque apprenant a en lui. Parce que chaque individu est un cas. Comme je vous ai dit, ce que nous devenons, ce que nous avons, c'est l'œuvre de Dieu. Et pour pouvoir l'obtenir, il faut pouvoir faire valoriser. L'exemple que je donne souvent, je dis, le diamant, tant qu'il est dans le sol, c'est une pierre comme toutes les autres. C'est quand on le sort et qu'on le nettoie et qu'on le fait briller qu'il devient une pierre précieuse. C'est exactement la même chose pour les apprenants. Donc, le maître ou l'instructeur, c'est quelqu'un qui doit être capable de connaître la personnalité de chacun des apprenants et faire éclore cette personnalité-là de sorte en sorte que le jeune et l'apprenant puissent s'épanouir selon les individus. Alors vous avez déjà donné, vous avez formé beaucoup de champions et vous avez offert, j'allais dire, une fondation. Qu'est-ce que, pour terminer, vous comptez encore offrir parce que vous en avez à donner encore? Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est de continuer, tant que Dieu me gratifie de la vie et de la santé, c'est de continuer d'être à la disposition des autres en renforçant ce qui a été déjà fait et en amenant d'autres personnes à faire pérenniser ce qui a été déjà posé et à partager avec les autres ce que Dieu nous a permis d'acquérir. Donc la mission continue tant que je serai en vie et en bonne santé. Merci beaucoup. On avait envie de continuer cette émission parce que vous avez beaucoup à dire et à apprendre aux générations actuelles comme futures. Mais ceux qui veulent en savoir davantage, eh bien, comme je l'ai dit, la pratique et l'esprit du taekwondo en Afrique, c'est votre ouvrage. Merci beaucoup encore. C'est moi qui vous remercie. Bon retour en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et puis, dès que possible, on va peut-être faire la suite de cette émission. OK. Merci beaucoup et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour un prochain numéro de Le Talk, cette émission que vous appréciez bien, une émission dans laquelle l'on retrouve l'Afrique dans ses valeurs sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.